flash. L'idée, c'est de vous présenter une œuvre dans un musée. Ici, nous sommes au musée du Louvre, au département des Antiquités grecques. Et on voulait commencer par vous présenter la Vénus de Milo, qui est donc une œuvre emblématique à la fois du musée du Louvre, c'est l'une des trois dames avec la victoire de Samothrace et la Joconde de ce grand musée parisien. Mais l'idée aussi, c'était un petit peu, si vous voulez, de déconstruire, de détricoter l'aspect, l'image, la réputation de cette œuvre. Tout d'abord, j'attire votre attention sur cette carte. Pour vous situer, effectivement, où nous nous trouvons, nous sommes donc en Grèce, sur l'île plus précisément de Milo, de Mélos. On retrouve les deux appellations. Les deux appellations sont possibles. Nous sommes au début des années 1820. Un jeune officier de marine, Olivier Vautier, va se promener donc, sur cette île de Milo ou Mélos et va rencontrer un paysan qui va vouloir construire un mur, somme toute quelque chose d'assez normal, et va attirer son attention sur des vieilles pierres qui sont situées dans un champ. Monsieur Vautier va être curieux, va aller voir un peu ce qui se passe et va effectivement découvrir, enfoui sous la terre, cette Vénus. Alors, première, si je puis dire, interrogation, la dénomination de la statue. Effectivement, on l'appelle la Vénus de Milo, sauf que Vénus, c'est une appellation de la mythologie romaine. Si on voulait rester dans l'ère géographique qui nous concerne, la Grèce, on dirait plutôt Aphrodite. D'ailleurs, le musée du Louvre a bien saisi, il y a quelques années, cette nuance et a renommé, alors je ne sais pas si on peut aller voir le cartel tout à l'heure, mais a renommé cette œuvre Aphrodite, dite la Vénus de Milo. Deuxième aussi point sur lequel j'aimerais insister, c'est le contexte de son arrivée au musée du Louvre. Effectivement, nous sommes dans un contexte post-Napoléon, post-Premier Empire. Napoléon a été contraint de rendre de nombreuses œuvres d'art aux pays conquis, les pays dans lesquels il s'est, entre guillemets, servi d'œuvres d'art, notamment la Pomme de Belvédère, le Laocoon, donc qui a été rendu aux pays dans lesquels ces œuvres ont été prises. La Vénus de Milo va arriver donc dans ce contexte d'un Louvre aux salles un petit peu vides, si vous voulez, et va susciter un nouvel engouement, une nouvelle passion des visiteurs, des pouvoirs publics aussi, qui vont tout faire pour se servir de cette Vénus de Milo, justement pour de nouveau attirer les foules et de nouveau rayonner à l'international au niveau des collections. Maintenant, si on se concentre donc sur la statue en elle-même, on a dit, problème de nom, on est plutôt sur une Aphrodite puisque nous sommes en Grèce, dans un contexte de découverte grecque. On dirait plutôt Aphrodite, donc dit la Vénus de Milo. Sauf que le nom en lui-même ne fonctionne pas vraiment. Effectivement, comme vous pouvez le remarquer, je pense que c'est assez visible, il manque deux éléments très importants à cette statue. Il manque ses deux bras. Les bras qui pourraient tenir effectivement ce qu'on va appeler un attribut dans la mythologie. Vous savez sûrement que les dieux ont des attributs. Un trident pour Neptune, Poséidon, etc., etc. Donc un élément qui va permettre au public, aux chercheurs, de reconnaître immédiatement la Vénus. Ici, ce n'est pas le cas, du fait de ces deux bras manquants qui n'ont jamais d'ailleurs été retrouvés. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'elle est constituée de deux blocs de marbre. Et regardez à l'arrière de la statue, c'est assez visible. Vous avez les deux blocs de marbre ici, un peu sous les fesses finalement, qui donc effectivement aussi nous suggère que la Vénus devait être placée dans une niche, puisque l'idée ce n'était pas de tourner autour d'elle comme nous pouvons le faire aujourd'hui de la façon dont elle a été exposée, dont elle est exposée, mais à l'origine, effectivement, l'arrière de la statue nous apparaît un peu moins fini, un aspect un peu moins terminé. Elle était sûrement placée dans une niche. Et regardez sur le côté. Vous avez également un indice de la façon dont elle a été sculptée et surtout assemblée. Si vous regardez au niveau de son bras, peut-être un peu moins visible, vous avez un espèce de trou. Effectivement, il faut imaginer aussi cette statue qui est assemblée comme un espèce de petit Lego finalement. Les bras sculptés à part et assemblés par un système de clipsage, finalement, si on pouvait attribuer un mot contemporain pour une sculpture antique. Un système de clipsage qui permettait justement de faire tenir le bras qui, on le pense,
tenait sûrement l'attribut en question qui aurait permis effectivement de reconnaître de façon certaine, sûre et certaine, l'identité de la personne. Parce que effectivement, si on regarde aussi cette statue, elle a un beau corps, un corps très bien proportionné. Les abdos sont assez saillants finalement. Pour une statue féminine, c'est assez surprenant. Mais effectivement, un profil à la grecque, les cheveux effectivement très très bien représentés, un peu ondulés. On savait également qu'elle avait des bijoux parce que sur son bras droit, enfin ce qu'il reste de son bras droit, vous avez deux petits trous. Deux petits trous bien visibles qui effectivement nous laissaient penser qu'elle portait des bijoux qu'on a clissés sur ce bras. Alors effectivement, on a quelques indices, mais aussi des grosses zones d'ombre. On pense connaître cette Vénus de Milo, mais finalement, vous avez vu qu'à travers cette petite vidéo, vous avez des éléments encore qui nous apparaissent troubles, des interrogations. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec cette statue, c'est qu'une statue mondialement connue qu'on a l'impression de connaître, finalement nous interroge encore.